Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Tout de suite, voici les titres à la une de l'actualité ce soir. Christine, où es-tu? À Yaoundé, c'est toute une famille inconsolable depuis la disparition lundi dernier d'une fillette de 8 ans. Christine Eyoum s'est rendue en cours le 20 janvier au Sacré-Cœur de Mokolo et depuis la sonnerie de fin de classe, elle n'est pas revenue à la maison. De nouveaux faits à marquer au Bic Rouge dans le milieu scolaire à Baganté. Le lycée bilingue sert de théâtre à une sombre affaire d'harcèlement sexuel. Au banc des accusés, un élève de 16 ans reconnu comme bourreau de plusieurs de ses jeunes camarades. Tandis qu'à Ayos, une chaude empoignade entre un enseignant et un sous-préfet soulève la polémique. Le récit des faits à l'entame de ce journal. Double scrutin du 9 février, l'UPC sera de la partie. À 24 heures du lancement officiel de la campagne, Samuel Baleguel-Cotte et ses camarades reviennent sur leur décision et s'apprêtent à défendre leur cause pour le triomphe aux urnes. Bonsoir à tous, nous le disions au titre, Alfred Eyoum a perdu le sommeil. Sa fille de 8 ans est portée disparue depuis lundi dernier. Elle est allée à l'école comme à son accoutumée au Sacré-Cœur de Mokolo 1. La petite Christine Eyoum n'a cependant plus trouvé le chemin de la maison. Les précisions, c'est avec Janice Kamga et Francis Guépnan. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. Rendons-nous dans la région de l'Ouest où un élève est exclu du lycée bilingue de Baganté pour harcèlement sexuel. Junior, âgé de 16 ans, élève en forme tout, se livrait à des attouchements sur ses camarades. Le proviseur du lycée vient de prendre des mesures pour renforcer la discipline dans l'établissement dont il déplore l'état de délabrement. Les précisions, c'est avec Michael Chipio. Fin de parcours pour ce jeune de 16 ans. Passé spécialiste dans le harcèlement sexuel de ses camarades de classe au lycée bilingue de Baganté, le jeune pervers vient d'être dénoncé par ses compères. Pendant des cours, l'infortuné s'occupait à balader ses mains dans les tenues de ses camarades de filles. Et pour s'assurer que son acte reste impuni, il menaçait ses victimes avec des lames, couteaux et autres armes blanches. C'est les garçons qui nous menaçaient à l'école. Quand par exemple on enquête faire les cours, il envoie la main dans la jupe des filles. Et aussi, quand on va aller trahir, il dit qu'il va nous poignarder avec le couteau. L'homme vient d'être chassé de l'établissement. Le proviseur en profite pour déplorer l'état dans lequel se trouve le lycée. L'absence de clôture laisse libre cours à n'importe quel kidam de se balader dans la cour de l'école. Élèves, enseignants se trouvent donc exposés et à la merci des délinquants qui partent souvent des quartiers. Chaque fois, des riverains, des élèves, des délinquants qui s'introduisent de manière frauduleuse dans l'enceinte du campus et commettent, n'est-ce pas, des agressions, commettent des actes graves. Des fouilles inopinées lancées dans les salles de classe ont souvent permis de faire des découvertes incroyables dans les sacs des élèves. Revenons à présent sur cet autre drame. Nous le disions il y a quelques instants. Alfred Eyoum a perdu le sommeil. Sa fille de 8 ans est portée disparue depuis lundi. Elle est allée à l'école au Sacré-Cœur de Mokolo 1. Seulement, la petite Christine n'a pas retrouvé le chemin de la maison. Les précisions, c'est avec Janice Kamga et Francis Guépnan. Madame. Coup dur pour ce papa. Plus de 72 heures que sa fille Christine, 8 ans, manque à l'appel. Oui, donc, c'est difficile. Difficile. Je ne dors plus. Depuis lundi, la petite élève du cours élémentaire 2B à l'école Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo 1 n'est pas rentrée des cours. Il faisait quoi, 14h30. Et vous voyez, quitter l'école pour la maison n'est pas loin. Au plus tard, toujours à la maison, autour de 15, au plus tard 15h. Mais à 15h, j'ai réalisé qu'elle n'est pas là. Bon, j'ai donc déduit que, comme souvent, ils rentrent en groupe, ils peuvent causer, jouer. À ce moment-là, le papa, enseignant du supérieur, prend son mal en patience et se rend à son deuxième lieu de travail,
espérant entre-temps le retour de la fillette. Je reviens à 18h moins. Je trouve son frère aîné. Il dit, mais mon petit, ta soeur est où? Elle me dit que ta soeur, elle dit que ma soeur n'est pas rentrée. Il dit que elle n'est pas rentrée, pourquoi? Il dit qu'il ne sait pas. Sa fille introuvable, Alfred Eyoum, angoissé, fait le tour du voisinage et des connaissances. Ses pas le ramènent à l'école. Sur place aujourd'hui, le directeur, l'abbé Romuald Metila, joint au téléphone, compatit, mais décline toute responsabilité. Quand ils sont arrivés à la station mobile de Madagascar, pour le tour des classes à 14h30, oui. c'est là qu'elle a pris un autre sonneur. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas arriver. Monsieur l'abbé ne dort pas. Il ne dort pas par rapport à ce problème. Il est aussi un peu torturé, il est un peu frustré là parce que depuis qu'elle est ici, c'est la première fois. Alfred, qui espère encore le retour de sa fille, a déclaré la disparition de cette dernière dans les médias et à la brigade de gendarmerie de Tinga. Et pendant ce temps, le lycée d'Ayos a été le théâtre d'un soulèvement hier à la suite d'une altercation entre le sous-préfet et un enseignant en philosophie. L'affaire a vite inondé les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il exactement? Comment se porte le lycée un jour après ces faits? Réponse avec Arnaud Ngefak, actuellement à Ayos. Le lycée est encore sous le choc, mais les cours se déroulent normalement. Les événements d'hier ont évidemment laissé les séquelles. Une cinquantaine d'élèves en uniforme pantalon réduit en culotte ici au lycée d'Ayos, conséquence de l'action de force menée par le sous-préfet hier. Une opération inopinée qui a causé un véritable soulèvement populaire, raconte-t-on ici. Le proviseur dit avoir été surpris, madame le chef de terre ayant directement fait irruption dans les salles de classe en compagnie des forces de maintien de l'ordre sans aucun détour chez le maître des séances. Une altercation entre un professeur et le sous-préfet a vite dégénéré, le professeur ayant demandé au patron de lui permettre de récupérer les copies des élèves en pleine composition avant l'opération préparée de discipline. Mais il n'a jamais été question de gifle, juste la bousculade, raconte-t-on. Riposté bien sûr, encore que l'enseignant n'avait pas encore identifié ses assaillants. Nous nous excusons pour la qualité de cet élément. Nous reviendrons certainement sur ces informations dans nos prochaines éditions. Une note en religion, l'archevêque émérite Christian Cardinal Toumi ne sera plus cité lors de la prière eucharistique et dans la partie réservée aux intercessions. Une décision annoncée dans un décret signé ce 22 janvier par Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala. Comme le précise le décret, la pratique particulière se faisait depuis 2009, date de la renonciation du cardinal Toumi à la charge pastorale de l'archidiocèse de Douala. Ouvrons à présent la page spéciale législative et municipale de ce journal. Une réunion préparatoire au lancement de la campagne du RDPC s'est tenue ce 23 janvier à la permanence du parti à Bafoussam. Elle était présidée par le secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre Jean Kueté. Walter Bertrand et Dimitri Kuaté reviennent sur les raisons, les objectifs de cette mobilisation. Une séance de travail a mobilisé tout le sommet politique du RDPC de la région de l'Ouest à la permanence du parti de Bafoussam ce jeudi 23 janvier 2020. Une grande réunion convoquée par Sa Majesté Ibrahim Bombo Joya, président de la commission régionale de campagne, en présence du secrétaire général du comité central du RDPC, le vice-premier ministre Jean Kueté. C'était une réunion effectivement préparatoire au lancement de la campagne qui visait à faire le point sur l'état de préparation de nos équipes sur le terrain, faire un état des lieux et s'assurer que toutes les recommandations et toutes les instructions qui ont été données depuis une dizaine de jours sont convenablement appliquées
Et puis, c'était une causerie également, un échange qui permettait au secrétaire général de s'assurer que chacun est bien en phase avec les orientations qui ont été données par le président national pour la préparation de cette campagne. 3 heures de travaux pour un double objectif. Celui de consolider d'abord les acquis. Partout où nous avons des communes que nous contrôlons, nous assurer que nous n'allons pas les perdre, et puis reconquérir celles que nous n'avons pas gagnées la fois dernière. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous avez eu l'impression qu'il a insisté sur ces communes-là, à Bafan, à Fumban, à Bafoussam 2e, etc. Donc, c'est montrer à nos camarades qui sont dans ces circonscriptions, dans ces communes, qu'il y a un travail particulier à mener pour que nous puissions reconquérir. Présents dans la salle, les membres et chargés de mission des commissions départementales et communales, les membres du comité central, les présidents et présidentes de section, les candidats au double scrutin. L'UPC sera également au rendez-vous des élections du 9 février prochain au Cameroun. Après s'être désisté il y a un mois, le collectif des candidats de l'UPC aux législatives et municipales 2020 représentés dans le Vouri-Est, le Fundi et la Sanaga maritime vient de se raviser à 48 heures du lancement de la campagne électorale. L'UPC Tendance Baléguel a effectué une déclaration solennelle ce jeudi à Douala. Je vous propose d'écouter une attitude des cadres du parti dans ces extraits sélectionnés par Monique Naoussifosso et Henri Chinda. Que l'UPC ne doit plus être absente partout où les affaires du Cameroun se traitent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est qu'il y a aujourd'hui les enjeux qui font que l'UPC doit être présente à ces consultations, notamment les consultations futures. Il faudrait qu'on puisse être là, parce que si on n'a pas d'élu à ces consultations, nous serons privés de la gestion du pays dans les prochaines années. C'était une réunion pour réévaluer notre position par rapport aux élections. Vous connaissez tous les problèmes que nous avons eus. Nous avons déposé des dossiers dans plusieurs circonscriptions. Les dossiers ont été rejetés par l'ECAM d'abord, par la chambre administrative, par les tribunaux et au Conseil constitutionnel. Nous avons fait des recours qui n'ont pas abouti, du moins jusqu'à maintenant. Nous avons jugé utile de nous asseoir pour évaluer la situation. L'Union des populations du Cameroun va donc prendre part aux élections législatives du 9 février dans le département de la Sanaga maritime. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue ce jour à Edea entre candidats et militants du parti. Une annonce qui fait suite à la décision du secrétaire général de l'UPC, le docteur Baléguel Kot, qui avait suspendu au sortir de la rencontre de Boumniébel le 22 décembre 2019 toute participation de l'UPC. Le parti prendra part au scrutin à Bandjok dans l'Union Ekele, entre autres. La tête de liste dans la Sanaga maritime, maître Emmanuel Roth, s'exprime au micro de Christian Bock. L'UPC s'est faite menaçante après l'orage du Conseil constitutionnel, des tribunaux administratifs et de la Chambre administrative de la Cour suprême. L'UPC ne va pas rester bête. Il faut se rendre compte de la situation politique de l'heure. L'UPC s'est ravisé après cet orage d'aller aux élections. Effectivement, l'UPC n'ira aux élections que dans les circonscriptions qui ont été retenues par le Conseil et l'ECAM, et effectivement les circonscriptions qui ont été retenues également à la suite des recours par le Conseil constitutionnel et la Chambre administrative de la Cour suprême. Mais en fait... Et la suite de l'actualité autour des législatives et municipales, c'est en direct de la capitale Yaoundé où nous retrouvons Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir. Bonsoir Aimé Catherine Moukouri, bonsoir à tous. Dernière ligne droite avant les élections législatives et municipales du 9 février. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a tenu sa 6e session de plein droit ce jeudi. L'ordre du jour portait essentiellement sur les mesures prises
dans l'ensemble des démembrements de l'ICAM pour s'assurer du bon déroulement des opérations électorales, surtout à quelques jours du début de la campagne. Je vous propose d'écouter une attitude du président du conseil électoral, Abrahams Eno Egbe, extrait sélectionné par Brand Kanga. Plus que 20 jours pour que les Camerounaises et les Camerounais de tous bords se rendent aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les mairies. Il s'agit donc, lors des présentes assises, non seulement de procéder à l'évaluation précise du niveau des préparatifs, mais aussi de nous accorder sur les termes de référence de la prochaine descente sur le terrain, durant laquelle nous devrons veiller aux ultimes détails et apporter des solutions adéquates aux éventuelles difficultés et imprévus qui pourraient survenir, aussi bien avant que le jour du scrutin. Tout ceci dans le respect scrupuleux de la loi électorale. Et cette session d'avant-campagne a été suivie d'une concertation avec les candidats aux élections, les hommes de médias et le conseil électoral. Occasion pour les uns et les autres d'exprimer leurs besoins. Et sur la table, la question du financement à 2 tours de la campagne. Des préoccupations et bien d'autres compilées dans ce reportage de Brand Kamga et Samuel Bonis. Dans moins de 48 heures, le début de la campagne électorale, les candidats n'ont toujours pas reçu les financements. Elections Cameroun est pointé du doigt. Si Elecam contrôle tout le processus électoral, il doit aussi s'arranger pour que le financement de la campagne soit une préoccupation majeure. Réponse du Conseil électoral, bien vouloir s'adresser au ministère des Finances et de l'administration territoriale. Autre préoccupation, lors des concertations Elecam candidats et hommes de médias ce jeudi à Yaoundé, la doléance pour une meilleure représentativité des partis politiques dans les bureaux de vote. Je pense donc que ce ne serait pas du tout s'il était permis à chaque parti politique d'avoir un représentant pour les municipales dans un bureau de vote et un représentant pour les législatives. Le code électoral est clair, un seul représentant par parti dans un bureau. Et si les représentants manquaient, les dés ne seraient pas jetés d'avance, à condition. Même si les partis politiques d'opposition n'ont pas de représentants dans les bureaux de vote, Elecam devait veiller pour que cette élection soit transparente. Réponse du berger à la bergère. Soyez rassurés que le président de la commission des bureaux de vote, c'est lui qui assure la police administrative dans les bureaux de vote. Et c'est des personnalités qui ont une bonne moralité. Attendez. Une réponse qui fait rigoler l'assistance, mais au demeurant, concertation bien accueillie. C'est une très belle initiative d'Elecam de convier les acteurs du processus à donner leur avis sur les élections qui sont organisées le 9 février 2020. Une chose, c'est ce que Elecam peut démontrer ici, et l'autre chose, c'est son comportement même sur le terrain. Et nous devons être très vigilants. La suite sur le terrain dès samedi prochain avec le début de la campagne électorale, même si les financements sont toujours attendus. Parlons de cette part de deuil à gérer dans le processus électoral. 2 partis politiques déjà frappés dans le cadre des législatives et municipales du 9 février prochain. Joseph Lembe Mbappé, maire de Mbanga et candidat au municipal, est décédé il y a quelques jours. Avant lui, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a perdu l'un de ses illustres candidats au municipal dans la circonscription de Ngok Mapoubi. Paul-Éric Nkot s'en est allé avant les élections. La loi électorale au sujet du remplacement par un autre candidat dans les formes prévues pour la déclaration de candidature au plus tard 30 jours avant le scrutin. Ce délai fixé par le code électoral est dépassé et les partis politiques concernés sont embarrassés. Quelle alternative adopter? Réponse dans cet extrait du maître Nouga, avocat au barreau du Cameroun, conseil du PCRN. Il répond au micro d'Arnaud Gueffak. Moi, j'ai suggéré de saisir Elecam pour proposer le remplacement. Mais il est manifeste que Elecam peut refuser parce que c'est à moins de 30 jours. Donc ce ne serait pas une illégalité si Elecam refuse. Mais Elecam peut aussi accepter
si ce remplacement ne lui cause pas de problème, parce que je soupçonne que le délai a été indiqué pour permettre à Elekam d'avoir la possibilité d'imprimer les bulletins de vote et lui donner un délai suffisant pour qu'il puisse travailler normalement. Et que si le délai était trop court, il ne pourrait pas. Si Elekam refuse, en l'état actuel, Elekam serait dans son droit toujours. Mais je pense qu'il y a une disposition plus supérieure qui gère les élections et dont on ne tient pas beaucoup compte. C'est l'article, je crois, 2 de la Constitution qui indique l'expression des suffrages. L'expression des suffrages est une quête supérieure, est une quête constitutionnelle. Donc il faut que Elekam, les partis politiques, l'État, notamment le MINAT, travaillent pour une meilleure expression des suffrages. Et une meilleure expression des suffrages, c'est de permettre justement qu'une liste électorale ne soit pas incomplète au moment des élections. Et dans la suite de notre série sur les communes, ce soir, nous vous conduisons à la suite d'Ebonnet dans le département du Mungo. Les attentes des populations des 23 villages se côtoient depuis 25 ans. On voit cela avec Yvonne Katiken. C'est l'une des 13 communes du département du Mungo, traversée par la nationale numéro 5, Douala-Bafoussam. 25 années que la municipalité a vu le jour, 23 villages sont concernés. Ebonnet se situe entre les communes de Mandio et Nkonsamba 3e. À sa tête, une femme de poigne qui a engagé des travaux de modernisation de la ville d'Ebonnet. Comme ici, à la place des fêtes d'Ebonnet, ces bulldozers travaillent jour et nuit pour finaliser les travaux routiers engagés par le maire. Sidiki Félicité, épouse Manon, veille personnellement au grain, au grand bonheur des populations. Elle s'étend sur 140 km², même comme le plan sommet d'urbanisme qui est en cours d'élaboration dit que c'est un peu plus. Nous avons en ce moment environ 60 000 habitants. La commune d'Ebonnet est une commune essentiellement agricole. À quelques enclavures, une rue finalisée qui devrait encore être retouchée pour porter valablement le nom de celle qu'elle représente. Nous avons pensé à créer, je dirais, un nouveau quartier dans la ville d'Ebonnet, avec la création d'une nouvelle route qui a été bitumée et que nous avons baptisée Avenue Chantal Biya, sur laquelle vous allez trouver une tribune municipale moderne. Depuis son élection en 2013, l'exécutif municipal a fait d'Ebonnet un vaste chantier dont les réalisations sont perceptibles. Alors, au cours de ce mandat, nous avons mis l'accent sur la construction des adductions d'eau, en réhabilitant celles qui existaient déjà et en construisant de nouvelles, à l'électrification, au désenclavement avec la création de nouvelles routes et l'entretien des routes. Dans le domaine de la santé, nous avons construit et équipé un centre de santé avec un logement d'astreinte pour le responsable et nous en avons réhabilité 3 autres. En ce qui concerne l'éducation, nous avons construit 3 écoles maternelles et nous avons entièrement équipées ainsi que de nombreuses salles de classe pour pouvoir encadrer les enfants. Même s'ils sont satisfaits des réalisations du maire, les besoins sont encore nombreux. Électricité, eau potable, soins de santé, les attentes sont donc légion. Si elle pouvait vraiment faire des efforts pour nous donner un peu de l'eau au quartier 2, ce que nous, on pouvait trouver comme un enfant que Jésus nous a présenté. La seule doléance où il faut demander encore à la mairie, c'est que si on pouvait nous verser la proselande, parce que nous-mêmes, on s'engage à ouvrir les rigoles là. Si on peut verser encore la proselande comme ça tout le long de la route, c'est qu'on est... Je sais que la route est bien. Ebonnet, ville cosmopolite, c'est 600 000 âmes qui regroupent les 2 cantons autochtones, les Balondo et les Bakaka. La population est très hétérogène parce que nous avons les Bakaka qui sont les autochtones, mais nous retrouvons toutes les populations des autres zones du Cameroun, essentiellement les ressortissants de la région de l'Ouest et ceux de la zone anglophone. Durant le mandat qui s'achève, le Conseil a mis l'accent sur la création d'emplois jeunes à Ebonnet. Un centre multisport a d'ailleurs vu le jour.
Le centre commercial a été réhabilité et de nombreux ouvrages en cours d'achèvement. La tribune et le cercle municipal ont été modernisés. Avec la décentralisation, le conseil municipal, géré depuis 25 ans par un seul parti, le RDPC, ambitionne davantage de réalisations pour le bonheur des populations. La décentralisation a un effet positif puisque nous aurons une plus grande autonomie et ensuite beaucoup plus de compétences vont permettre à ce que le travail au niveau des communes soit mieux fait. Hier, zone entièrement rurale, la mairie des Bonnets est à cheval entre une ville en développement et la campagne. La société Yaoundé fait sa toilette. La capitale est depuis quelque temps en plein chantier. Plusieurs axes routiers se font réhabiliter, même si ces projets causent d'énormes préjudices aux populations. Delphine Ponkoutene et Michel Foucault ont sillonné les rues de la capitale. Voici le reportage. Engin à l'œuvre, ça creuse la route Messa-Mokolo à Yaoundé. Ce tronçon est en plein chantier depuis déjà 2 semaines. Des travaux qui mettent à mal les commerçants exerçant en bordure de route. Bon, depuis 2 semaines, on ne travaille rien. Le chômage, oui, il n'y a rien, tout est bloqué. Rien ne passe, c'est sec comme tu vois là, non? On est là, on jongle pour le moment. On vient le matin, on attend vénement et puis le soir on rentre. Yaoundé est chantier depuis quelque temps. Les travaux s'observent un peu de partout dans la capitale, notamment au carrefour Cornier, sur l'Ars Mimboman-Essos, où les populations disent leur ras-le-bol. C'est bloqué partout, même le piéton n'arrive pas à passer. Le matin, on ferme ici. On peut contourner comme ça à pied pour aller au marché. C'est pas qu'ils travaillent là en bas, ils sont loués à la mosquée, mais ils nous ferment là. On verse le gravier, on nous trompe que c'est la route. Maintenant, là, je viens de passer là, il y a de cela 10 minutes. Après, je reviens, je trouve que c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on veut nous dire depuis que cette route a commencé jusqu'à aujourd'hui là? Le chantier dure, ça pénalise tout le monde. Depuis 3 ans, on est en chômage. Beaucoup de nos frères, même les bailleurs de cet endroit, d'autres sont vraiment abattus. Difficile de rallier le carrefour Mimboman au marché Essos. Difficile pour les fidèles chrétiens de cette paroisse de l'église évangélique du Cameroun d'arriver à l'église à l'heure le dimanche. Dans ce chantier, comme dans tous les autres, la route est barrée. Obligés d'aller à pied ou de rebrousser chemin, et bienvenue les embouteillages. Les usagers de ces routes ont un seul souhait. Que le plus tôt possible que la route finisse pour que les activités reprennent. J'espère que ce n'est pas seulement un effet de campagne, il faut qu'on fasse comme ça, qu'on nous arrange la route là rapidement. En attendant l'achèvement de ces projets de construction, certains travailleurs se sentent convertis en joueurs de ludo. Même si de l'autre côté, les ferrailleurs se lèchent les doigts. À présent, évaluons la coopération entre le Cameroun et l'UNICEF et on note de bons points pour la protection des droits de l'enfant. Acteurs institutionnels et responsables des Fonds des Nations Unies pour l'enfance ont passé en revue leur coopération ce jeudi à Yaoundé. Des efforts supplémentaires doivent être consentis afin de garantir aux tout-petits une croissance normale et dans le respect de leurs droits. Brand Kamga, Samuel Bonis. Résultat globalement satisfaisant pour les actions menées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance entre 2018 et 2020 au Cameroun, surtout au niveau de la mortalité infanto-juvénile. On note une baisse considérable de cette mortalité puisque en 2018 nous parlons de 79 pour 1000 naissances vivantes alors qu'en 91 on était encore à 125. Dans nos régions pilotes, le taux d'enregistrement des enfants à la naissance est supérieur à la moyenne nationale. Il faut ajouter l'ensemble des efforts menés en santé, en éducation, l'accès à l'eau potable ou à la nutrition. Le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l'économie et de la planification, qui coordonne le mécanisme de suivi avec 11 autres ministères, loue les actions de UNICEF Cameroun. Il y a des résultats que nous n'aurons pas pu atteindre sans l'appui de cette organisation internationale. Donc l'appréciation est plutôt positive, bien que des efforts sont encore à fournir. Des efforts, des défis à relever et dont le comité de suivi réuni ce 23 janvier à Yaoundé a tenu à lister.
la baisse du taux de couverture vaccinale à cause de la situation sécuritaire du pays et les financements figurent au rang des priorités. Les appuis financiers commencent à se faire rares. Il va falloir être novateur, trouver des stratégies qui nous permettent, et des financements et des ressources, parce qu'on a besoin de ressources qui nous permettent de pouvoir ramener cette couverture vaccinale au taux déjà atteint dans les années précédentes, mais le dépasser si possible. Une revue à mi-parcours du programme de coopération UNICEF, gouvernement du Cameroun, qui permettra d'intégrer de nouvelles réformes clés prenant en compte le capital humain ainsi que la protection de l'environnement pour le bien-être des enfants. Le Cameroun dispose désormais d'un matériel pour barrer la route aux stupéfiants au Cameroun. Les forces de défense et de sécurité viennent de recevoir des kits qui permettent de détecter tout type de drogue. Un geste de la France, partenaire historique du Cameroun, qui veut ainsi contribuer à la réduction de ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays. On voit cela avec Karel Mezatachouya et Serge Alain Zébou. Le trafic des stupéfiants a durablement fait son nid au sein des communautés au Cameroun. L'herbe de cannabis est la drogue la plus rencontrée dans le trafic national. Les kits que reçoivent les forces de l'ordre et de sécurité ici représentés ce 23 janvier à l'ambassade de France à Yaoundé vont intensifier la lutte contre ce phénomène dans le pays. Ici, on a donc un produit générique, le crack ou les dérivés cocaïne, évidemment, l'héroïne. Fabriqué par une société lyonnaise, ce matériel permet de déterminer la nature exacte d'une drogue 5 minutes seulement après la saisie. La plus grosse saisie effectuée en 2011 de 246 tonnes de cocaïne au port de Douala était le fruit des échanges de renseignements entre la France et le Cameroun. Vous comprenez donc aujourd'hui, ça fait beaucoup de joie que nous sommes venus ici pour prendre ces kits. Ce geste s'inscrit dans la continuité de la coopération bilatérale qui existe depuis longtemps entre la France et le Cameroun. Cette coopération bilatérale donc revêt plusieurs aspects, donc un aspect important de formation, un aspect important également de remise de matériel, c'est ce que nous avons fait maintenant, et un aspect également primordial de coopération opérationnelle, c'est-à-dire de coopération entre les enquêteurs, entre les magistrats, pour les affaires qui concernent et la France et le Cameroun. La direction de la police judiciaire de Yaoundé, la division régionale de la police judiciaire du littoral, la gendarmerie nationale et la cellule anti-trafic, entité implantée dans les aéroports, ont reçu chacune une mallette des mains de l'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France. 3 milliards, c'est le nouveau capital social minimum des assurances exigé. On en parle à Douala avec Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Relèvement du capital social minimum des compagnies d'assurance, vous l'avez dit, à 3 milliards de francs CFA. La mesure prise 3 ans plus tôt par le régulateur du marché de l'assurance a démarré en avril 2019. 8 mois après l'entrée en vigueur de la mesure, les différentes compagnies d'assurance du Cameroun se sont retrouvées à Douala pour interroger l'impact de ce relèvement du capital sur leur rentabilité. Monique Naoussi-Fosso pour les détails. 8 mois après le relèvement du capital social minimum à 3 milliards de francs CFA, les compagnies d'assurance posent la problématique de la rentabilité de leurs investissements. De nouvelles pistes sont explorées. Quand vous augmentez le capital, si votre chiffre d'affaires n'augmente pas en même temps, c'est que votre rentabilité va se diluer automatiquement. Vous améliorez votre gestion technique d'abord en essayant de tarifer les risques au vrai niveau et en essayant de le gérer également le plus rapidement possible. On disait tout à l'heure que l'accroissement de la trésorerie devrait se traduire par un règlement plus rapide des sinistres. Il faut augmenter les primes collectées par les compagnies d'assurance. Il faut, comme on le fait dans d'autres marchés, améliorer la culture d'assurance qui n'est pas du tout développée chez nous. La mesure de la FANAF, entendez, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, vise à redorer le blason de ce secteur d'activité en maximisant des macro-compagnies d'assurance. Et cela intervient dans un environnement où la culture d'assurance n'est pas encore enracinée. Le Cameroun est le premier marché de la sous-région, on parle là de la région, de la sous-région CEMAC. Il faut savoir que de façon générale, toute l'Afrique représente à peine 1%
des primes d'assurance collectées dans le monde. Et même ce 1%, 70% se retrouvent en Afrique du Sud. Le second marché qui suit l'Afrique du Sud, c'est le marché marocain, avec 6%. Alors imaginez le taux de progression que nous devrions faire pour arriver avec un taux de pénétration. L'on mise aussi sur des segments d'assurance liés au genre, avec des produits destinés aux femmes, dont la contribution au chiffre d'affaires sera de 50% d'ici 2030. Un mot en culture dans ce journal à présent. La foire humanitaire du livre au Cameroun, c'est du 27 janvier au 3 février prochain dans les villes de Douala et Yaoundé. Ce jour s'est tenu dans la capitale économique. La conférence de presse donnée par Charles-Aurélien Tola, président de l'association École sous l'arbre humanitaire. Les détails de cette rencontre avec Junior Ossin et Stéphane Binac. Cette année, c'est un total de 80 000 livres disponibles au Parc des Princes de Bali à Douala. Ces ouvrages sont repartis sur plusieurs domaines, à l'instar du droit, de la médecine, de l'économie, de la psychologie et de nombreux manuels scolaires rangés sur des étagères en mode de bibliothèque en plein air. Tendance va toujours vers les livres neufs et merci à tous nos partenaires et que les universités d'État surtout commencent de plus en plus à s'intéresser à nous et ce qui nous va droit au cœur. En matière d'organisation, on a eu des bénévoles qui se sont acharnés sur le travail. Donc on fera 2 types d'expositions. Grand public, c'est-à-dire les livres en escalier pour que les gens puissent très rapidement voir les titres, mais aussi le format où les livres sont en rayonnage comme dans une bibliothèque. Au-delà de cette particularité, cette 14e édition entend s'étendre au cours de cette année 2020 vers les localités reculées et autres établissements scolaires. Berthois va en bénéficier avec l'ENS de Berthois, dont Normand Sud de Berthois et l'antenne universitaire de Yaoundé 2 à Berthois. Là, ça sera que des dons. Des énormes dons, je pense à peu près dans les 8000 livres. Et puis il y a des écoles, je pense à l'école de Yoko, je pense à l'école des Amokwe, je pense à plein d'autres écoles qui viendront chercher leurs dons. De nombreux livres pour enfants sont également en exposition. Environ 15 000 livres exposés pour le primaire. À la foire humanitaire du livre, qui se tiendra du 27 janvier au 3 février 2020, le livre se vend au prix unique de 2500 francs CFA. Refermons ce journal avec une note en sport cyclisme. Tropical Amissa Bongo, victoire camerounaise ce jeudi au Gabon. Clovis Camzon à Bossolo enlève la 4e étape entre la ville de Lambaréné et celle de Muila, longue de 190 km. Le cycliste de la Team Cameroun confirme son statut de meilleur cycliste du vert, rouge, jaune à cette 15e édition de la prestigieuse Tropical Amissa Bongo. Cette performance sera au menu d'ailleurs de votre programme Questions de sport, entre autres sujets dont la chute des handballeurs camerounais à la CAN, la préparation des Lions à prime, l'état d'avancement des stades, mais aussi la trêve en Elite One. Et c'est à 21h30 avec Aimé Moukoko et son panel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour l'information. La meilleure, c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.